ne serait pas familier des arcanes des structures syndicales, le syndicat CGT de la Banque de France est affilié à la Fédération des finances CGT et qui, je pense que c'est bien connu ici, est un des membres fondateurs d'Attaque. C'est pour ça que je me sens un peu chez moi en dedans. Et donc, mon propos est de présenter la réforme bancaire qui vient d'être décidée en France, puisque la loi de séparation et de régulation bancaire a été votée par le Sénat il y a une dizaine de jours. Et donc, dans sa version définitive. Donc, l'origine de cette réforme, ça n'était pas, je crois, et le résultat non plus, de se réapproprier collectivement la monnaie. C'est une conséquence de la crise des subprimes et de tout ce qui s'en est suivi, y compris la frénésie régulatrice qui s'est emparée des organismes internationaux et européens pour essayer de limiter les dégâts de la prochaine crise. Et c'est aussi la conséquence des déclarations du candidat à la présidence de la République qui voulait maîtriser la finance et la mettre au service de l'économie. Alors, c'est moi les déclarations qui ont été faites il y a maintenant 18 mois. Alors, évidemment, tout de suite, quand on est en présence d'une loi de séparation et de régulation bancaire, on est tenté de penser qu'on va axer le contenu de la réforme sur un phénomène de séparation. Alors là, j'ai pillé Finance Watch. L'intérêt de cette opération, c'est qu'on évite de donner aux gens qui vont spéculer l'avantage de pouvoir s'appuyer sur la base des dépôts de leur clientèle. On leur évite la tentation d'abuser de ces dépôts pour faire des opérations spéculatives au-delà du raisonnable, et on essaye d'éviter le risque qu'au cas où ces opérations déraisonnables conduiraient à une faillite de la banque, ce soit les déposants qui en subissent les conséquences. Dans un certain nombre de cas, notamment au Royaume-Uni, au moment dans les mois qui ont suivi la crise des subprimes. Donc voilà les motivations, me semble-t-il, qui pouvaient être à l'origine de cette annonce d'une loi de séparation. Dans la loi qui vient d'être votée au Sénat, il y a toute une série de choses, la séparation des activités. Alors là, on a déjà des évolutions de vocabulaire, parce qu'on distingue les activités utiles au financement de l'économie et les activités spéculatives, pour pouvoir les définir. Et il y a d'autres dispositions qui tournent autour du même sujet ou qui s'en éloignent un peu plus, comme par exemple quelques dispositions sur le surendettement et la lutte contre l'exclusion bancaire. Donc je vais surtout m'intéresser à ce qui porte sur la séparation et la réglementation du système bancaire dans ses activités économiques. Et donc l'élément clé, c'est qu'on a adopté un modèle dans lequel, théoriquement, une banque française qui veut faire des opérations spéculatives ne peut pas le faire, sauf si elle cantonne ses activités dans une filiale qui est spécialement destinée à ce genre d'opération et sous certaines conditions qui sont censées protéger les déposants de la banque. Mais une fois que la loi a énoncé ce principe, elle énonce des exceptions, et dans ces exceptions, il y a par exemple tous les services rendus à la clientèle. Mais si la clientèle c'est un fonds spéculatif, l'opération est légale. Donc c'est bien comme ça que ça fonctionne, et ça a été conçu comme ça. Donc les exceptions étant beaucoup plus nombreuses que les cas d'application de la règle, la portée de cette disposition est extrêmement faible. De la même façon, on interdit certaines opérations avec les fonds spéculatifs, sauf s'il y a une garantie. Or, les fonds spéculatifs apportent en général une garantie quand ils travaillent avec une banque. Donc là encore, la disposition est réduite dans sa portée de façon radicale, à l'instant même où elle est énoncée dans la loi. Sur les autres dispositions qui figurent dans la loi, il y a effectivement, alors il y a une disposition qui est intéressante, c'est qu'il y a une obligation pour les banques françaises de déclarer l'ensemble de leurs implantations dans les paradis fiscaux avec un certain détail. Ça c'est une conséquence d'une espèce de tournant dans l'attitude internationale avec la bienveillance des États-Unis en matière avec l'objectif de mettre un semblant, disons, de transparence dans le fonctionnement des paradis fiscaux. Il y a des mesures qui encadrent la spéculation sur les matières premières et sur ce qu'on appelle le négoce à haute fréquence, c'est-à-dire les ordinateurs qui font frénétiquement des opérations, des milliers et des millions par seconde. Ce type d'opération a été contrôlé et en principe interdit aux banques. Voilà pour ce qui est le cœur de la séparation de la loi telle qu'elle a été votée. Ce qui figure également dans la loi, c'est toute une série de dispositions
qui sont prévues lorsqu'une banque fait faillite. Parce qu'on se rend compte que non seulement on n'arrive pas à empêcher les banques de faire faillite quand il y a une grosse crise qui s'est produite depuis 2007, mais en plus, quand on est en face d'une banque en train de faire faillite, ça pose des tas de problèmes. Pour les déposants, pour les actionnaires, pour ceux qui vont traiter, pour l'ensemble de l'économie. Et donc, on a donné du pouvoir à l'institution qui est chargée de surveiller les banques, l'autorité de contrôle prudentiel qui est aujourd'hui chargée de vérifier l'application par les banques de la réglementation prudentielle, c'est-à-dire de l'ensemble des règles qui sont censées l'empêcher de prendre des risques inconsidérés. Le champ de compétence de cette autorité avait déjà été étendu en 2008 aux compagnies d'assurance et aux mutuelles, et là, on étend son domaine de compétence à la mise en œuvre des plans de fermeture de banque quand on ferme une banque, quand on constate qu'une banque est en faillite et qu'on met en place des dispositions pour gérer la défaillance de la banque. On développe, il y a un fonds de garantie bancaire qui existait déjà, qui va recevoir des financements plus importants et qui voit son rôle dans le cas de faillite bancaire précisé. Et puis on a toute une série de mesures conçues pour faire face à ce type de situation si elle se présentait un jour. Il faut comprendre que la raison pour laquelle toutes ces dispositions entrent dans la loi française aujourd'hui, c'est que la France a choisi d'anticiper ce qu'on appelle l'Union bancaire européenne. C'est-à-dire que ce type de disposition va être mise en place à travers des négociations extrêmement compliquées entre la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les autres pays membres de l'Union européenne. On veut mettre en place une Union bancaire européenne qui prendrait en charge la protection des banques contre les risques de faillite et la mise en œuvre des dispositions en cas de faillite de banque. Au total, donc, ce que tout le monde a remarqué tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de séparation bancaire. Quand les grands patrons des grands groupes bancaires français, les 4 ou 5 grands groupes, sont sortis de la première réunion où ils ont vu le contenu du projet de loi, ils avaient un grand sourire parce qu'ils ont constaté qu'on avait touché de façon extraordinairement marginale à leurs activités spéculatives. Je viens de parler de la surveillance macro-financière, et tout ça dans un contexte, bien sûr, où le gouvernement, en plus, dans le cadre de la politique générale qu'il est en train de mener, avait, dans les semaines précédentes, adopté une loi dans une banque publique d'investissement qui est extrêmement limitée dans ses moyens d'action et dans ses ambitions, et on vient d'apprendre également que lorsqu'il s'agit de contrôler les marchés financiers, on annonce des choses, et puis Pierre Moscovici dit que c'est très exagéré, qu'il va falloir très vite revenir au raisonnable et revenir en arrière, et pas question d'instaurer la taxe Tobin cette fois-ci avec le gouvernement. Donc, dans ce contexte-là, évidemment, il n'y a pas de quoi être très enthousiaste. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bien sûr, il faut aller beaucoup plus loin dans la séparation, pour que ce soit très clair. Là, ce qu'on a, c'est une réforme cosmétique qui ne répond pas à l'annonce qui avait été faite. Et au-delà de la séparation, je pense qu'il faut réfléchir aussi à ce qu'on pourrait imaginer pour aller jusqu'à une réappropriation du crédit et de l'argent manipulé par les banques. Il nous y invite l'intitulé de la plénière. Et moi, je pense qu'il faut aller encore beaucoup plus loin que ce qu'on a envisagé, même dans la version la plus ambitieuse de ce que pourrait être une réforme bancaire. La situation où on serait si on avait une séparation vraiment complète. Les banques de marché d'un côté, les banques de dépôt de l'autre. Qu'est-ce qui se passerait? Mon impression, c'est que les banques spéculatives vont continuer à spéculer, par hypothèse. Mais donc il va falloir qu'elles se financent sur le marché. Mais où vont-elles trouver les financements qui seront nécessaires pour mener à bien leur spéculation? Et moi je crains fort qu'elles ne les trouvent dans les liquidités des banques de dépôt. Et donc, il y a quelque chose à faire aussi de ce côté-là. D'après les analyses sur la grande faillite bancaire qui a mis le système financier mondial au bord de la faillite, il a été mis en avant, c'est le FMI, la Banque du règlement de l'euro internationale qui le dit, mais ce n'est pas forcément faux. On arrive de dire des choses vraies. Le grand problème, c'était l'effet de levier. C'était la possibilité d'accès de cette banque de marché à des sources de liquidités extrêmement abondantes, mais qui venaient du marché monétaire, par essentiel. Donc si on parle de marché monétaire, ça veut dire qu'il y a un problème de politique monétaire derrière. Et je pense que pour se réapproprier le crédit, on a absolument besoin de toucher à la politique monétaire. C'est en complément, bien sûr, des mesures réglementaires qui sont par elles-mêmes nécessaires. Peut-être pour illustrer ce point de vue, j'avais fait il y a quelques années un petit schéma un peu simpliste
mais qui montrait, qui faisait la comparaison suivante. Où est passée la différence? La différence est passée sur les marchés financiers dans l'alimentation des opérations spéculatives qui ont fait gonfler la sphère financière 3 fois plus vite que ce qu'on appelle l'économie réelle depuis le déclenchement de la libéralisation financière au début des années 80. Et donc, mon diagnostic, c'est de dire que si on veut mettre fin à ça, il faut vraiment s'attaquer à cette espèce de fluide vital des marchés financiers qui est le crédit bancaire qui vient alimenter la spéculation. Et ça passe par toute une série d'objectifs. Je pense que ces objectifs peuvent être atteints à condition de frapper là où ça fait mal, c'est-à-dire sur les banques, à travers différents instruments. Alors, dans ces instruments, il y a la politique monétaire, mais il n'y a pas que la politique monétaire. L'essentiel, à mon avis, ce n'est pas l'usage d'instruments réglementaires, et puis il en faut, qui viennent concrétiser à un moment des rapports de force, mais l'essentiel, c'est que les citoyens soient en état de conquérir des nouveaux pouvoirs. Et ça peut se faire à différents niveaux, ça peut se faire dans l'entreprise, ça peut se faire dans les quartiers. Il existe aux États-Unis une réglementation qui oblige par exemple les banques à déclarer et à rendre public de façon relativement détaillée le type de crédit et le type de dépôt qu'elles perçoivent au niveau de chaque quartier, au niveau de l'unité élémentaire du recensement de la population. Et donc ça permet aux citoyens, aux municipalités, d'aller attaquer les banques devant les tribunaux par exemple, parce qu'on ne fait pas ce travail. Et ça a des effets économiques réels. C'est des dizaines de milliards de dollars de crédits qui ont été distribués par les banques qui n'auraient pas été signés. Et qui, en général, il y a tout un débat dans les milieux économiques américains là-dessus, mais en général, ont été à bon escient. Ça n'a pas fait de l'argent gaspillé. Il y a des choses à faire dans l'entreprise, il y a des choses à faire au niveau régional, il y a toute une problématique sur le pôle financier public que je ne développe pas aujourd'hui, des revendications de la CGT et de bien d'autres forces, et ce sera introduit tout à l'heure, mais quand moi je parle de pôle financier public, j'intègre là-dedans une réflexion sur les relations que ce pôle financier public devrait avoir avec les différentes générations de banques coopératives et mutualistes, les traditionnelles et les nouvelles qui se développent depuis quelques années, quelques décennies. Et puis il y a la politique monétaire. Pour moi, la Banque centrale a les moyens de faire une politique monétaire sélective. Elle peut dire à une banque, tu veux faire de la spéculation, et bien tu n'auras pas accès à la source de liquidité que représente le refinancement que je dispense aux banques à travers le marché interbancaire, le marché monétaire. Eh bien, je vais faire payer un coût tellement élevé que tu vas renoncer à ta spéculation, parce que ça ne sera plus rentable. Et si tu, au contraire, tu réponds à des critères sociaux contrôlés par les citoyens, et alors là, je vais te le favoriser, je peux te favoriser à fond, parce que je sais que ce financement-là, il sera utile, il va conduire à la création de richesse, il va faire de l'emploi, et donc il ne fera pas d'inflation. Donc je peux me permettre de le faire, et c'est parfaitement orthodoxe, j'allais dire, sur le plan monétaire. Pour dire que ceci, c'est possible, ça a déjà été fait. On peut financer l'économie à un certain taux, tout en pénalisant les spéculateurs à un autre taux. C'est ce que la Banque de France avait fait au moment des grandes spéculations contre le système monétaire européen, juste à la veille du traité de Maastricht, en 1992 et dans les années qui sont suivies. Donc si on a pu le faire, on peut le refaire encore. Mais encore faut-il avoir des choix politiques qui soient évidemment radicalement opposés à la politique monétaire qui est actuellement suivie par la BCE. Est-ce que les épargnants risquent d'être mis à contribution en cas de faillite bancaire? Alors, normalement, les épargnants, si je comprends bien la logique des législations existantes, sont protégés de deux façons. La première, c'est qu'on essaye de se débrouiller pour qu'ils soient les derniers à rembourser les dettes d'une banque qui n'arriverait pas à payer ses dettes. Et deuxièmement, il y a le fonds de garantie des dépôts. Cela étant, il couvre 100 000 euros par déposant. Cela étant, on voit bien que quand on a été amené à faire jouer ce type de clause, il y a eu un doute. Et c'est arrivé à Chypre. J'en profite pour insister sur l'idée qui rejoint un peu aussi ce que disait Alex, à savoir que on est en train de préparer la guerre précédente. On sera parfaitement prêt pour la dernière guerre. Et la prochaine crise, on ne sait pas comment elle va. Je me souviens, en 98, j'étais en stage à New York, à la Réserve fédérale de New York. Il y avait des banquiers, des spéculateurs qui nous disaient « Oh là là, c'est terrible, le problème c'est les signes noirs ». À l'époque, on avait pas ces signes noirs, mais c'est les événements qui ne peuvent pas se produire. Statistiquement, c'est impossible. Ça n'arrivera jamais. C'est 0,000 quelque chose pour mille de probabilité. Et pourtant, ça arrive. Donc, nos modèles qui sont fondés sur des raisonnements statistiques, ils sont mauvais. Les modèles de valuatrice, c'est très mauvais. Plus jamais on s'en servira. Donc ça, c'était en 1998.
C'est bien le comportement de la Banque Centrale Européenne qui doit changer. Et c'est une question qui se pose. Mario Draghi s'interroge maintenant, ça fait 3 mois, qu'à chacune de ses conférences de presse, il se prend la tête dans les mains et il dit mais comment est-ce que je vais pouvoir faire avec les 1000 milliards que j'ai prêtés aux banques pour que ces milliards-là arrivent dans les PME de l'Europe du Sud? On n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Et je crains fort que les solutions qui sont en train de préparer ne soient encore pires que ce qui existe aujourd'hui. On a besoin de banques, parce qu'on a besoin de réaliser des projets. Peter parlait tout à l'heure, remplacer l'énergie nucléaire par une autre forme d'énergie, renouvelable, etc. Ça va coûter très cher. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'argent pour le faire. Et ça va nous rendre des services pendant des décennies, des centaines d'années, etc. Ça va améliorer, par cette hypothèse, améliorer les conditions de vie de la population très longtemps. Mais pour le faire, on a besoin d'argent aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un système financier, et en particulier de banques, qui ont la capacité, comme le disait Anouchka, de créer de la monnaie à partir de rien. Si j'ai un projet à réaliser, par exemple, installer un site de production d'énergie renouvelable, avec création d'emplois, développement du territoire, etc. Aujourd'hui, j'ai besoin d'argent pour financer l'investissement nécessaire pour la mise en marche de ce dispositif, pour financer les embauches des premiers travailleurs qui vont le faire fonctionner. Où est-ce que je vais chercher tout ça? Sur les marchés financiers? La BCE. Sur le casino? C'est une banque, la BCE. On y arrive, on va y arriver. Et d'abord, cherchons, et examinons un peu les hypothèses, rationnellement. Le casino? Non, bien sûr que non. C'est la catastrophe, c'est ça qui est en train de nous faire crever. Donc, il n'y a qu'une alternative, c'est le système bancaire. Dans le système bancaire, il y a les banques commerciales et la banque centrale. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme l'a dit Anouchka, les banques sont au service du casino. C'est elles qui lui injectent sans arrêt de l'argent dedans pour qu'il n'arrête pas de grossir et de prendre du pouvoir. Mais comment on peut faire pour reprendre le pouvoir? D'ailleurs, pas le reprendre, parce qu'en réalité, on n'a jamais eu. Le système de crédit, comme disait Marx, il s'est développé en même temps que le système capitaliste, c'est-à-dire que par définition, jamais les travailleurs n'ont le pouvoir dessus. Même la Commune de Paris n'a pas osé toucher à l'ordre de la Banque de France. Donc il ne s'agit pas de reprendre le pouvoir, il s'agit de le prendre. Mais, alors on a à la fois, c'est très intéressant parce qu'on a les exposés sur la nef, sur les initiatives locales, on n'a pas parlé des monnaies locales, mais ça existe aussi. C'est très intéressant parce que c'est des citoyens qui exercent du pouvoir localement avec leurs propres moyens. Mais c'est par nature locale. Et puis il y a des questions qui viennent, et en même temps, les mêmes. Parfois par les mêmes personnes qui disent, oui mais alors, le système, la BCE, le FMI, et j'en passe. Effectivement, parce qu'il y a ces deux aspects, il faut être à la fois local et mondial, n'est-ce pas? Bon. Et il faut être local et systémique. Et je pense que précisément les banques, ce sont des institutions qui sont les deux, qui peuvent être les deux. C'est ça qui fait que c'est intéressant. Donc moi j'ai un projet. La première chose, c'est d'avoir le pouvoir de l'élaborer, ce projet, de le définir, de se battre pour le faire réaliser. Ça, les syndicats, souvent, savent le faire, par exemple. Ou les élus locaux, ou les associations locales, en quelque exemples. Et donc, il faut financer. Donc, évidemment, on a besoin de banques publiques. Et nationaliser les banques en France, c'est pas très compliqué, il y en a 3 à nationaliser. Et puis il y a l'exemple allemand qui est un excellent exemple. Les caisses d'épargne allemandes sont des banques publiques dont le capital est possédé par les communes et les lenders. Alors, Peter ne connaît ça nulle part, mais je ne suis pas tout à fait sûr qu'elles aient complètement échappé à la crise. Parce que d'abord, certaines d'entre elles ont été privatisées. Il y a eu des tentatives de les privatiser. Et puis, les Landesbanken, qui sont précisément les institutions qui servent d'interface entre la banque, la caisse d'épargne locale qui rayonne sur quelques centaines de milliers ou quelques millions d'habitants, et le système financier mondial, elles ont sérieusement morflé parce que précisément, elles ont été entraînées dans la crise de la spéculation. Donc il y a un énorme problème politique autour de ça. Donc il y a vraiment... donc on a besoin... Pourquoi est-ce qu'on a besoin, dans mon esprit, d'un pôle financier public? C'est précisément pour maîtriser ça. Pour ne pas se laisser entraîner par la logique des marchés, en disposant d'instruments qui vont non seulement faire le village gaulois qui va se... Ça ne marche pas, mais qui va exercer une influence en retour sur l'ensemble du système bancaire. Par exemple, je reviens toujours à mon petit projet local, je ne vois pas pourquoi ça serait forcément la BPI qui va le financer. La Banque publique d'investissement qui a été créée par le gouvernement, mise en forme par le gouvernement actuel. Il
Il ne faut pas ficher aux banques, il faut qu'elles fassent leur boulot, il faut qu'elles viennent financer ce qu'elles refusent de faire aujourd'hui beaucoup trop souvent, les projets locaux, micro-projets qui sont, ou grands projets qui sont développés par les populations dans les territoires. Et on a besoin pour ça d'un pôle financier public pour les obliger, on pourra les nationaliser et les menacer des nationalités, et puis il faut l'étape ultérieure, et c'est là, effectivement, si j'ai un projet, si j'ai démontré qu'il est économiquement viable, qu'il va créer des emplois, faire créer de la richesse, protéger l'environnement, etc., etc., développer le territoire. Si j'ai démontré qu'on peut le financer par le crédit bancaire, qu'il y a des banques qui sont prêtes à le financer parce qu'on les a peut-être un peu obligés, par différents moyens dont on dispose, je n'ai pas le temps de les exposer, mais ça existe. Et bien, l'étape suivante, c'est de se tourner vers la Banque Centrale Européenne, vers la Banque Centrale Nationale, c'est le ministère de France, en disant, mais qu'est-ce que vous attendez avec votre super pouvoir de création monétaire encore plus fort que celui des banques commerciales, qu'est-ce que vous attendez pour refinancer ce projet avec votre argent que vous créez à volonté en claquant des doigts, 1 000 milliards d'euros pour les banques européennes en novembre-décembre, janvier 2012. Pourquoi vous n'utilisez pas ce pouvoir-là pour développer ces projets-là et pas la croissance des marchés financiers? Ça, c'est une question qu'il faut poser à mon avis et qui est politiquement dans l'actualité. Mais évidemment, alors je termine par là, c'est de la politique. Il s'agit de prendre le pouvoir, mais de prendre le pouvoir pas seulement localement, c'est fondamental de prendre le pouvoir localement, mais aussi de le prendre à Paris, à Francfort. Et donc ça veut dire aussi, et là je termine jusque-là, mais c'est quelque chose qui va être tout à fait familier aux militants d'attaque, ça veut dire aussi à l'échelle mondiale. Parce que si la Banque Centrale Européenne est ce qu'elle est, si la politique monétaire est ce qu'elle est aujourd'hui en Europe, si le système bancaire européen est ce qu'il est, c'est aussi parce qu'il est inséré dans un système qui est lui-même dominé par Wall Street, par la Réserve fédérale américaine et par le capital américain et tous ces instruments d'hégémonie. Je pense que c'est véritablement un problème. Et donc, à mon avis, tous les ingrédients d'une prise de pouvoir existent dans la société, on en a eu quelques exemples. Les moyens techniques qui permettraient de traduire ces mobilisations sociales dans des institutions sont connus à chaque étage, depuis le micro-niveau jusqu'à la création, la transformation radicale du Fonds monétaire international, par exemple, en tout à fait autre chose, en s'inspirant des idées de Keynes et de la développé en 1954. Tout ça, c'est connu. Il reste effectivement alors à trouver la cohérence qui fait prendre la mayonnaise et transforme un mouvement dispersé en un mouvement irrésistible à toutes ces échelles-là. Et ça, c'est vraiment de la politique. Ouais.